Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne en ce début de l'année 2025. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes. Cela dit, commençons sans plus attendre. Je reprends l'histoire où je l'avais laissée l'année passée, c'est-à-dire en début 1982. Cela fait déjà quelques mois que les Risuteau ont fait main basse sur la ville de Montréal et les environs. Après avoir trop longtemps vécu dans l'ombre des cotonniers, les Risuteau peuvent maintenant gérer leurs entreprises comme ils l'entendent. C'est ainsi qu'avec leurs associés, les Caruana Contreras, ils optimisèrent le joyau de la métropole québécoise. Je veux bien sûr parler du port de Montréal, qui était à l'époque et est encore de nos jours le meilleur point d'entrée en Amérique du Nord, toutes denrées confondues. En effet, le fleuve Saint-Laurent, qui communique directement avec l'océan Atlantique, coupe sérieusement les distances de transport et par la même occasion les frais et les risques inhérents à ce genre d'activité illicite. Le port concède plusieurs avantages majeurs à celui qui le contrôle, notamment d'importer tout ce qu'ils veulent sans avoir de compte à rendre à personne, mais aussi et surtout de prendre une commission sur ce que leurs associés font passer, et je ne parle même pas des concurrents qui, eux, doivent payer le prix fort pour profiter de ces privilèges. Il ne faut pas non plus négliger le pouvoir que cette position avantageuse donne à la famille Risuteau, qui peut favoriser ou défavoriser l'approvisionnement des nombreuses organisations criminelles qui dépendent du port pour faire rentrer leurs précieuses cargaisons. Malgré tout ça, c'est tôt dans les années 80 que le patriarche Nicolo cède sa place de parrain à son fils Vito, âgé de pas moins de 59 ans en 1983. C'est donc à l'aube de la soixantaine que Nick Risuteau, père, quitte le climat froid et hostile du Canada pour retourner s'installer au Venezuela. Question de superviser les imports de son organisation, optimiser les connexions qu'il a déjà et en créer des nouvelles. Étant un homme disposant d'un charisme et d'une prestance peu commune, ayant la réputation d'être un homme d'affaires aguerri, tout en étant juste et équitable, la plupart des producteurs, fournisseurs de produits l'estimaient et le respectaient énormément. Mais comme le dit le dicton, toute bonne chose a une fin. Un jour ou l'autre, le vent finit toujours par tourner. Et dans le cas de Nicolo Risuteau, c'est au milieu de l'été 1988, plus précisément le 2 août, que sa bonne étoile le quitta. Lui et 4 de ses associés furent mis aux arrêts par la police vénézuélienne, inculpés pour trafic de farine. Si dans ce secteur d'activité, il est appréciable que les forces de l'ordre se laissent acheter, cela peut assez rapidement devenir problématique si un membre des forces de l'ordre haut placé devient trop gourmand et contrarié du jour au lendemain, s'estimant sous-payé. C'est possiblement pour ces raisons que Nicolo Risuteau père s'est ramassé en prison au Venezuela cette année-là. Même si on ne peut en être sûr à 100%, fort à parier que c'est les officiers, les fonctionnaires qui les couvraient autrefois ont décidé tout à coup de leur mener la vie dure. Ils écopèrent tous de 6 à 10 ans de prison. C'est quand même une très longue peine. Les prisons en Amérique du Sud sont ce qu'elles sont. Au mieux, il sera extrêmement pénible d'y survivre. Au pire, on y connaîtra l'enfer sur terre. Le patriarche Risuteau, pour sa part, écopa de 8 ans ferme de prison. Mis à part les déboires de Nicolo ces années-là, tout se déroulait à merveille. C'était dû en grande partie au charisme et au leadership de Vito, étant tout comme son père un médiateur d'exception. On peut même dire que c'est sans trop de difficultés qu'il finit par le surpasser. Et il arriva au bon moment, car plusieurs organisations criminelles émergent et prennent de plus en plus d'importance sur l'échiquier du crime organisé québécois. Qu'il soit extrêmement ambitieux ou simplement avare, il y avait de la tempête dans l'air. La plus grande qualité professionnelle de Vito Risuteau était d'être capable d'asseoir à la même table des étrangers, des ennemis prêts à aller très loin pour défendre ce qu'ils possèdent. Ça prenait quelqu'un avec ses épaules pour assumer le rôle d'arbitre dans ce milieu-là. Quelqu'un disposant d'assez d'autorité pour que ses décisions soient respectées. Quelqu'un qui comprend les enjeux, qui est assez intelligent, sage et réfléchi. Des décisions qui causeront la mort de certains parfois. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il n'a jamais été égalé et encore moins surpassé. Au chapitre de sa vie plus personnelle, il eut 3 enfants, une fille et 2 garçons. Le plus âgé, baptisé Nicolo, ou Nick comme son grand-père, né le 4 décembre 1967. L'aîné est le successeur de son père, contrairement à son fils plus jeune, Leonardo, qui lui avait grandi beaucoup plus éloigné de ce milieu selon les volontés de son père et de son grand-père. Pour sa part, il étudia le droit et il exerce la profession d'avocat aujourd'hui en cours criminelle. Plus qu'une parenthèse, je vous présente les 2 fils Risuteau dans un but bien précis pour la suite de l'histoire. Alors gardez-les dans un coin de votre tête. Revenons à leur grand-père, Nick Senior, purgeant une peine au Venezuela. Bien sûr que son fils Vito a essayé par toutes les manières possibles de faire pression pour qu'il soit libéré, mais sans succès. Et c'est ainsi qu'il s'écoula 5 longues années avant que les négociations entre la famille Risuteau et le gouvernement corrompu du Venezuela puissent en venir à un accord. En effet, 5 ans après son incarcération, les autorités au Venezuela
firent savoir à Niccolo ainsi qu'à sa famille au Canada que Niccolo pourrait être libéré sous peu et ainsi retourner auprès des siens au Canada. Mais en contrepartie, Vito, pour sa part, devait leur faire parvenir au préalable un paiement en espèces en devise américaine de 800 000 $ de l'époque, et pas un centime de moins. Malgré le coût astronomique de la requête, Vito fit ce qu'il faut et saisit l'opportunité de faire relâcher son père, tant et si bien qu'au courant de l'année 1993, Niccolo Rizzuto père fut de retour au Canada. C'est donc quelques mois après sa libération, le 23 mai 1993, que Niccolo Rizzuto père foula à nouveau le sol canadien et fut accueilli par ses proches qui, pour célébrer son grand retour, donnèrent une réception aussi somptueuse que privée. Malgré le retour de son père et la relative stabilité du milieu à cette période, due en grande partie au talent de médiateur de Vito, qui les années d'avant avait assis à la même table et conclu des ententes avec toutes les forces en présence dans le milieu underground de la métropole montréalaise. Mais au fil des mois, en cette année 1994, une tempête se profilait à l'horizon. Cette année-là fut riche en rebondissements dans le milieu criminel québécois, car en plus de marquer le début de la célèbre guerre des motards opposant les Hells Angels de Maurice Boucher aux organisations criminelles indépendantes, dont le Gang de l'Ouest et les Rock Machines de Salvatore Casetta, sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne en 3 vidéos. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller les voir pour en savoir plus sur ce conflit qui marqua la société québécoise à tout jamais. C'est également en cette année 1994 que Rénal Desjardins, gangster notoire d'origine québécoise et proche associé du clan Rizzuto, fut interpellé par la Sûreté du Québec suite à la saisie sur un bateau entrant au port de Montréal de plusieurs dizaines de kilos de cannabis provenant d'Amérique du Sud. C'est suite aux interrogatoires qui suivirent la perquisition que le capitaine du bateau cita le nom de Rénal Desjardins comme étant l'homme à l'origine de ce trafic. L'enquête précédant cette mobilisation policière au port de Montréal cette journée-là visait principalement la Cosa Nostra canadienne et son chef présumé, Vito Rizzuto. Malheureusement pour les enquêteurs qui menaient cette enquête depuis déjà plusieurs mois, leurs espoirs de voir tomber le parrain disparut quand Desjardins décida de prendre les blâmes pour cet import de stupéfiants. Ce dernier, agissant tel un homme d'honneur, écopa d'une peine de 15 ans de pénitencier, évitant par la même occasion au chef de la mafia d'être inquiété suite à cette enquête visant à le faire tomber. C'est entre autres à cause de cette enquête qui n'eut aucune conséquence pour lui que Vito fut surnommé le Teflon Don canadien, car telle une surface en téflon, aucune accusation ne collait sur le dos du chef de la Cosa Nostra canadienne, qui avait quant à elle plusieurs beaux jours devant elle. Car malgré la guerre qui faisait rage parmi les organisations subalternes à la mafia, et ce pendant presque une décennie, cela eut peu ou pas d'impact sur la prospérité presque inébranlable du clan Rizzuto. C'est à partir de sa résidence, située au 12281 avenue Antoine Berthelet, que Vito gérait son empire. D'ailleurs, petite parenthèse, sur la rue Antoine Berthelet, avenue baptisée par les médias anglophones Mafia Row, ou en français l'avenue de la mafia, car en plus d'y abriter la maison du parrain, on pouvait y trouver 3 autres propriétés appartenant à des figures importantes de la mafia sicilienne, soit Niccolo Rizzuto, son père, Paolo Renda, son beau-frère, ainsi qu'un parent plus éloigné, Giuseppe, surnommé Joe Lopresti. Ils bâtirent une fortune colossale s'adonnant à plusieurs activités criminelles telles le bookmaking, l'import de grosses quantités de stupéfiants, le prêt usuraire ainsi qu'à l'extorsion des petits commerçants et d'entreprises beaucoup plus conséquentes s'infiltrant dans le domaine de la construction, rackettant petits comme gros entrepreneurs, tant et si bien qu'à la fin des années 90, aucun chantier d'envergure ne pouvait avoir lieu sur l'île de Montréal sans que les Rizzuto touchent leur commission. Ils possédaient aussi leur propre entreprise spécialisée dans le bâtiment qui soumissionnait autant pour des contrats privés que publics et ne se gênait aucunement pour menacer la compétition de leur laisser gentiment les contrats sans quoi ils risquaient d'en subir les conséquences. Comme le prouve cet extrait de l'émission Enquête sur la mafia de la construction. Il me dit bon, regarde, c'est une job pour moi, ça. Faudrait que tu te tasses, c'est à mon tour, c'est moi qui vais la faire. Fait que je dis, ben non, je dis, c'est une soumission, là. Je dis, regarde, moi, je marche pas, je fais pas ça, là. Oui, M. Carrière. Oui, oui. Vous avez fait des travaux en céramique à Montréal?
Oui. Ouais, on aimerait ça, tu viens plus ici faire des travaux. Vous êtes qui? C'est correct qui je suis. OK? Parce que la prochaine fois, tu ne passeras pas du site. OK? Non, mais monsieur, qui parle, là? C'était averti, c'est fini, OK? Merci, bonjour. L'homme derrière cet appel menaçant fait à un entrepreneur montréalais en construction n'est nul autre que Francesco Del Balso, un des hommes les plus haut placés dans la hiérarchie du clan Rizzuto. Car même si au Québec, il n'y a pas meilleur exemple comme secret de Polichinelle que la relation symbiotique entre la mafia et la construction, cette dernière, depuis longtemps infiltrée par le crime organisé, est un véritable gouffre financier pour les contribuables, principalement dû au fait que beaucoup de contrats gouvernementaux sont confiés à des organisations appartenant à la mafia. S'il est presque impossible de connaître ce qu'il en coûte exactement aux Québécois d'octroyer autant de contrats essentiels à des entreprises si douteuses, une chose est sûre, ils font preuve aujourd'hui d'une telle présence que se passer de leur service paralyserait la province au complet. Mais si belle soit cette prospérité, loin d'être éternelle, et au même titre que toute autre bonne chose, elle devait finir un jour ou l'autre. Parce que comme on le dit dans le dicton populaire, après la pluie vient le beau temps, il en va de même pour l'inverse. Il était dans l'ordre des choses, après presque 2 décennies sans problème, à l'abri de pratiquement tout soupçon, que le malheur s'abattrait un jour ou l'autre sur le clan Rizzuto. Un bon nombre de policiers travaillaient jour et nuit pour prouver hors de tout doute que l'homme que l'on présumait être le chef de la Cosa Nostra canadienne était bien ce qu'on croyait qu'il était. Malgré les enquêteurs chevronnés et passionnés, les stratagèmes incroyables combinés à des moyens exceptionnels qu'ils ont déployés au fil des années, personne n'était parvenu à entacher l'aura immaculée du Teflon canadien. Parce que pour chaque règle, il y a une exception. Il y a bien une fois où les enquêteurs de la police provinciale du Québec ont passé à un cheveu de mettre le Teflon canadien hors d'état de nuire pour un bon moment. Leur dossier, résultant d'une longue enquête qualifiée par le procureur en charge d'émettre les accusations comme solides, presque béton, reposait en très grande partie sur des enregistrements électroniques faits à l'insu du prévenu et de son avocat, et ce, à même le cabinet de ce dernier. Bien sûr, vu la nature de l'endroit où il se trouvait, l'accusé et son avocat n'éprouvaient aucune gêne à discuter d'activités illégales de manière tout à fait explicite, ne sentant ni l'un ni l'autre l'obligation d'utiliser des surnoms ou des noms de code pour citer certains complices, certains lieux ou certains événements importants. Ici, en premier lieu, on serait tenté de féliciter les enquêteurs qui ont réussi à monter un tel dossier contre le parrain de la mafia montréalaise. Tous se gardèrent de les féliciter quand ils apprirent que les micros avaient été installés de manière tout à fait illégale, étant donné qu'ils ne disposaient pas des mandats nécessaires à une telle mise sous écoute. Ils ne disposaient pas non plus de l'autorisation pour y installer les 10 micros. Dans les locaux du cabinet d'avocats, à la connaissance de ces faits, le juge renvoya la plupart des preuves, les jugeant inadmissibles au tribunal, étant donné qu'ils avaient été obtenus de manière frauduleuse. Le dossier tomba donc à l'eau et le présumé parrain fut acquitté et relâché le jour même. Le parrain ne perdait pourtant rien pour attendre, car si la fin des années 90 avait été constituée d'abondance, de succès et d'impunité, l'entrée dans le nouveau millénaire du clan Rizzuto fut pour le moins catastrophique. Le FBI, police fédérale américaine, était sur le point de réussir là où toutes les forces de police canadiennes avaient échoué depuis toutes ces années. Et contrairement à leurs homologues canadiens, eux avaient méticuleusement respecté les règles de l'art et les multiples preuves qu'ils détenaient sur Vito Rizzuto étaient pour le moins irréfutables. Il faut dire que le nom Rizzuto, il ne le sortait pas d'un chapeau et l'enquête qu'ils avaient élaborée autour de lui ne venait pas de simples suspicions. Le crime dont ils se préparaient à l'accuser était tout sauf anodin. Pour mieux comprendre les événements qui ont mené à la chute de Vito Rizzuto et de son clan, on doit à nouveau se transposer de l'autre côté des lignes américaines, à plus ou moins 600 km de Montréal. Nous voici de retour dans la grosse pomme. Je veux bien sûr parler de la ville de New York.
Deux pays différents, mais même protagoniste, même combat. Les forces de l'ordre américaines avaient dans un premier temps mis la main au collet de plusieurs membres de la famille Bonanno ainsi qu'à plusieurs de leurs associés, accusés principalement de racket, mais aussi de corruption et de gangstérisme. Sur le banc des accusés, chacune des strates de l'organisation criminelle y était représentée, y compris des capots aussi influents que Salvatore Vitale ainsi que son boss et beau-frère Joseph Joe Massino. Les preuves étant nombreuses, le dossier contre eux en était d'autant plus solide. Et vu la gravité des accusations, plusieurs d'entre eux, pour s'éviter 20 ou 25 ans de prison minimum, ou par peur de leurs anciens associés, pour certains la pression fut trop forte et acceptèrent de tout avouer en échange d'un allègement de peine suivi d'une prise en charge par le programme de protection des témoins. En contrepartie, ils devront témoigner à chaque procès où l'accusation jugera nécessaire leur témoignage. L'opération menée par les forces de l'ordre avait non seulement fini de décapiter l'ensemble des 5 grandes familles de la célèbre mafia new-yorkaise, la police ayant déjà eu raison des 4 autres parrains incarcérés dans des prisons à sécurité maximale, condamnés à purger des peines tellement longues qu'aucun d'entre eux ne recouvrait sa liberté, n'ayant plus rien qu'une certitude, ils allaient mourir en prison. Il est clair que le sort que la justice avait réservé aux autres parrains devait prendre beaucoup de place dans l'esprit de Massino, surtout qu'il était incarcéré de manière préventive et il avait raison de s'inquiéter car ça ne se présentait pas très bien pour lui. Une fois les premiers délateurs enrôlés, les enquêteurs disposaient maintenant de preuves supplémentaires pour faire pression sur les autres accusés ou même en accuser de nouveau. La liste des collaborateurs de justice s'allongeant considérablement en attendant l'ouverture du procès. Même si plusieurs membres de l'organisation avaient échoué au test de loyauté, Salvatore Vitale, lui, pour sa part, aurait donné sa vie pour son patron dont il était très proche, étant aussi son beau-frère, ayant une confiance presque aveugle en ce dernier. Quelle fut sa surprise quand il apprit que son ancien ami voulait maintenant sa peau, étant sûr que ce dernier l'avait trahi. Massino envoya des hommes de main, question de lui faire savoir que Joe Massino était très en colère contre lui et qu'il finirait par lui donner son reçu. Si l'expression peut paraître à première vue anodine, voire cocasse, dans le jargon des Bonanno à cette époque, cela suffisait à vous faire comprendre que votre mise à mort avait été prononcée. Il se mit donc lui aussi à table, sa loyauté étant déjà mise à rude épreuve depuis qu'il avait été incarcéré, car contrairement aux promesses de son beau-frère, il ne s'était occupé ni de lui ni de sa famille, comme c'est censé être le cas quand un membre doit être emprisonné. Mais le contrat mis sur sa tête, qui plus est sans raison valable, donnant à son capot numéro 1 et son ami de longue date des raisons de le trahir tout en lui enlevant le choix à proprement parler s'il veut sauver sa vie. Les révélations faites par Salvatore Vitale eurent l'effet d'une bombe. Acteur de longue date, le clan Bonanno n'avait guère de secret pour lui. C'est lui qui mit sur la table cette vieille histoire, celle datant de mai 1981, qui s'était passée dans un club social de Brooklyn. 3 hommes avaient trouvé la mort de manière aussi surprenante que violente. Ce fameux meurtre que je raconte dans la partie 1, un triple meurtre résultant d'une guerre intestine, résultant de l'incarcération du patron de l'époque, laissant derrière lui le pouvoir et 2 factions prêtes à s'affronter pour le posséder. Crime rocambolesque pour lequel Massino avait entre autres engagé des Canadiens provenant d'une famille étroitement liée aux Bonanno depuis des lustres. J'ai nommé le clan Rizzuto de Montréal. Vito, fils de Nicolo, dit Nick Rizzuto, aurait été un de ceux qui auraient appuyé sur la détente ce soir-là à Brooklyn. Ce service qui s'avéra plus que décisif dans la prise de pouvoir de Joseph Massino sur les Bonanno, ayant gagné le respect de ce dernier, c'est grâce au support de Massino que la famille avait pu prospérer si longtemps de l'autre côté de la frontière. Au fil des témoignages, ils purent mettre en état d'arrestation un autre témoin crucial concernant cette nuit-là, j'ai nommé Frank Lino. Ce dernier avait fait office de conducteur aux 3 capots dissidents à la tête de la faction qui s'élevait contre celle de Joseph Massino. N'étant pas capot lui-même, Lino dut rester dans la voiture en attendant la sortie des 3 hommes pour lesquels il travaillait. Dérangé par des bruits sourds après quelques instants, il ne put que s'approcher d'une fenêtre et ainsi être témoin du massacre de ceux qui avaient été ses passagers quelques instants plus tôt. Pris de panique, il s'enfuya à toute vitesse, sachant que Massino et ses assassins ignoraient autant son allégeance que sa présence sur les lieux. Il rencontra Joseph Massino quelques jours plus tard, décidant de s'associer avec lui. Sachant qui gagnerait la guerre avant ses semblables, il en profita pour joindre l'équipe gagnante.
Le témoignage de ce dernier, ajouté à tous les autres, finit de mettre la pression sur Joseph Massino, pour qui les jeux étaient maintenant faits, à moins qu'il passe lui aussi un accord avec les procureurs, ce qui ferait de lui le premier parrain à devenir témoin, et ce de toute l'histoire américaine. Lui qui rappelait sans cesse à ses hommes que contrairement aux autres familles new-yorkaises, chez lui, des balances, il n'y en avait aucune. Il conclut finalement cet accord et dû au même titre que les autres avouer tous ses délits pendant les mois nécessaires pour compiler sa déclaration complète par écrit. Il avoue son implication dans plusieurs meurtres, dont ceux qui nous intéressent aujourd'hui, et ce fut le troisième déclarant que celui qui était le parrain du Canada aujourd'hui était un des assassins ce soir-là. Cette confirmation supplémentaire fit en sorte que le FBI, qui était déjà en train d'entreprendre des démarches avec la police canadienne dans le but de mettre aux arrêts le fameux Teflon Don qui régnait sur Montréal, on dépêcha plusieurs unités de médecine médico-légale dans le but de fouiller certains points d'intérêt situé dans les boisés de Lindenwood, situé dans le Queens, étant un terrain vague à cette époque. On lui donna par la suite le surnom de cimetière de la mafia, dû à la présence de nombreux cadavres sur le site, presque tous des membres du crime organisé pour qui la chance avait un jour tourné. Tous les témoignages et preuves compilées firent en sorte qu'en 2003, les procureurs d'un tribunal situé à Brooklyn, dans la ville de New York, dans l'État du même nom, accusèrent formellement Vito Rizzuto de racket, de prêt usuraire et de 3 meurtres au premier degré. Accusations qui furent suivies d'un mandat d'arrêt international le visant. Lenteur bureaucratique oblige, ce n'est qu'en 2004 que la GRC, l'équivalent du FBI au Canada, assisté par la Sûreté du Québec, police provinciale québécoise, exécutèrent le mandat d'arrêt visant Vito Rizzuto. C'est donc par un 20 janvier de l'année 2004 qu'on passa les menottes au parrain dans sa résidence de Antic-Cartierville, située sur l'île de Montréal. Il fut aussitôt incarcéré au pénitencier québécois de Sainte-Anne-des-Plaines en attendant l'aboutissement ou non de la demande d'extradition faite par le gouvernement américain. Et le chef de la Cosa Nostra en sol canadien devrait prendre son mal en patience, car après l'avoir arrêté, il refusait de livrer ce dernier à leurs homologues américains, car étant accusé entre autres de plusieurs meurtres sur le territoire new-yorkais, qui, encore aujourd'hui, applique la peine de mort, ce qui n'est pas le cas du Canada. Quelque part dans la loi canadienne, il est écrit qu'on ne peut extrader un citoyen canadien dans un pays qui pourrait le condamner à mort. Ce fut donc le début d'une bataille juridique impliquant autant le ou les avocats du parrain ainsi que les autorités compétentes en matière de justice des deux pays, soit le Canada et les États-Unis. Bataille que le parrain perdra finalement suite à l'abandon des charges de meurtre de la part du gouvernement américain en échange du prisonnier. Suite aux négociations, il ne lui restait que 2 charges, soit le racket et le prêt usuraire, dont il devait répondre aux États-Unis, ce qui lui valut tout de même 10 ans de pénitencier à purger au centre correctionnel ADX Florence, situé au Colorado, réputé comme un des plus durs aux États-Unis. Le 17 août 2006, soit presque 2 ans après son incarcération préventive au Canada, on mit le parrain canadien dans un jet privé direction les États-Unis. Le parrain déchu profita de ces derniers instants en présence de policiers canadiens pour leur signifier qu'il faisait une grosse erreur et que son absence pour surveiller les rues de Montréal allait avoir de lourdes conséquences. C'est quelques mois plus tard qu'on constata à quel point il avait raison, que la présence d'un médiateur de sa trempe, aussi craint que respecté par les autres criminels, est nécessaire pour arbitrer ce milieu dont la plupart des joueurs sont soit avares d'argent ou de pouvoir. Mais même si ces dernières paroles en sol canadien furent prophétiques, je ne crois pas que même lui aurait pu anticiper ce qui allait se produire dans sa ville aux membres de sa famille pendant cette trop longue période d'éloignement. Mais tout ça, on se le garde pour un prochain épisode. Ainsi s'achève la partie 2 de l'épisode 7 de Crime Story, qui est d'ailleurs l'épisode le plus long publié à ce jour. Je remercie tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner ou de liker, d'avoir contribué à mon référencement général. Je remercie aussi tous ceux qui le feront. J'espère que vous avez apprécié le visionnement de cette nouvelle vidéo. Moi, sans plus attendre, j'enchaîne la production de l'épisode 3, suite et fin. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt sur la chaîne. C'était Alexis White et je rends l'antenne.